Alors, salut à tous. Récemment, je me suis rendu compte que j'avais tout plein d'histoires, de voyages, ou même pas forcément de voyages, qui méritaient d'être racontées et que j'avais tout simplement jamais racontées, que ce soit en vidéo ou même pour certaines à l'oral. Pour certaines, j'ai même des vidéos qui traînent depuis des années sur mon ordinateur avec lesquelles je n'ai jamais rien fait. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de commencer à partager ces histoires dans un format face cam comme ça. Après les super retours que j'avais eu pour la vidéo présentant mon projet avec la lune. Et hier, j'ai raconté à un ami 3 de ces histoires, un peu à l'improviste, et il a trouvé qu'elles étaient vraiment intéressantes et qu'elles valaient la peine d'être racontées. Donc voilà, donc c'est totalement improvisé, je vais essayer de faire la meilleure structure possible. Si vous aimez le format, ma façon de raconter, bien entendu, au plus j'ai de retours, au plus ça me motivera à continuer à en faire. Donc pour la première histoire, on est en 2015, au Népal. J'ai 17 ans et j'ai déjà passé 3 semaines à aider à construire un village dans l'Himalaya après un énorme tremblement de terre qui a fait environ 10 000 morts. Rien que comment je me suis retrouvé au Népal en soi est une histoire assez folle, mais aujourd'hui on va pas se concentrer sur ça. On va se concentrer sur ce qui s'est passé après. Donc j'ai 17 ans, je me retrouve à Katmandou, qui est la capitale du Népal, aux portes de la chaîne himalayenne. Il me reste 7 jours de libre devant moi pour profiter du Népal, et je décide d'aller dans une agence de voyage pour voir quels sont les sentiers, quelles sont les possibilités, qu'est-ce que je peux faire tout simplement. Donc je vais dans une des centaines d'agences de voyage qu'on peut trouver dans le quartier touristique de Thamel à Katmandou, et il y a déjà un homme qui est en train de parler au comptoir. Donc je m'assieds à côté en attendant. On commence à parler, je m'appelle Romain, je viens de France, j'ai 17 ans, j'ai 7 jours devant moi. Et lui il s'appelle Chris, il est américain, il a 29 ans et il a 20 jours devant lui. Rapidement on se donne rendez-vous le lendemain devant l'agence de voyage pour partir à 6h30 pour le massif des Annapurna. Donc l'agence de voyage au final nous aura juste servi à nous rencontrer. Et le lendemain matin, je retrouve Chris à 6h30 devant l'agence dans le quartier de Thamel et on part ensemble. On fait 7 heures de bus pour arriver dans la région de Pokhara, on prend un logement dans une guest house, et le lendemain on se dit qu'on va faire 3 jours de marche pour aller sur le balcon des Annapurna, qui est un super point de vue à 3200 mètres environ, facilement accessible pour avoir une très bonne vue sur le massif des Annapurna, qui font donc partie des plus hautes montagnes du monde. Il faut savoir qu'on est en août au Népal et que c'est la saison des pluies et que du coup on a un temps qui est quand même assez mauvais, une couverture nuageuse plutôt constante, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas vraiment d'éclaircies, donc les chances sont pas vraiment avec nous si on veut voir les montagnes. Le lendemain on commence le trek qui s'appelle le trek des 3000 marches parce qu'il y a environ 3000 marches à monter en fait pour monter à 3200 mètres, et le lendemain on arrive très rapidement dans ce qu'on appelle une jungle de nuages. Donc c'est une jungle en altitude qui va souvent être dans les nuages, donc qui va donner une ambiance assez sympathique, assez mystérieuse. Mais même si c'est super sympa, nous c'est pas vraiment ce qu'on veut, nous on veut pouvoir voir les montagnes. Donc durant ce deuxième jour, on va rencontrer des gens qui vont descendre du point de vue, certains qui ont passé plusieurs jours à attendre et qui disaient ne rien avoir vu tout simplement parce que c'est pas la bonne saison. On va sur notre route rencontrer Michael qui lui aussi va au balcon des Annapurna. Alors Michael, c'est un Allemand, il a 29 ans et il a des lunettes avec un léger reflet bleu sur les verres. Michael, il a aussi un guide. Et alors c'est vrai que au début, moi, du haut de mes 17 ans, avec peu d'expérience et tout ça, j'ai tendance à trouver ça un peu bizarre en fait d'avoir un guide sur un chemin qui me paraît aussi facilement balisé. Donc voilà, je me fais juste la remarque, mais sans plus. Du coup, on continue à marcher avec lui et on arrive au village de Gorepani. Donc Gorepani, c'est le dernier village qu'il y a avant le balcon des Annapurna. C'est un village qui se situe à 2800 mètres d'altitude et c'est là où on va s'arrêter pour la nuit. Il y a toujours une couverture nuageuse qui nous empêche de voir les sommets, mais on est confiant. On se pose, on prend la soirée avec Michael, on discute, et il nous explique que ça fait 6 mois qu'il voyage autour du monde. Cette semaine-là, c'est sa dernière semaine. Après, il rentre chez lui en Allemagne. On discute un peu plus avec lui, et puis à un moment donné, on parle de ses lunettes. Il nous explique qu'en fait, il est atteint d'une maladie dégénérative, génétique, qui lui fera, à un moment donné, perdre la vue. Donc ces lunettes, il les avait parce que il commençait déjà à avoir des problèmes de vue. Il disait que à un moment donné, il allait ne plus voir et il savait pas quand. Ça pourrait être dans 2 mois, ça pourrait être dans 5 ans, dans 10 jours, il n'en avait aucune idée, mais à un moment donné, il n'allait plus voir. Sachant qu'il n'avait jamais voyagé, il s'était donné l'objectif de voir le plus de choses avant que ce ne soit plus possible de voir tout simplement. Et voir un lever de soleil dans l'Himalaya, c'était la dernière chose qu'il avait à faire dans sa bucket list. Et c'était demain ou jamais. Donc c'était assez fou l'ambiance, c'était le soir à Gorepani dans un village perché au Népal, et on essayait un peu de distinguer dans la pénombre si on voyait en fait quelque chose qui se détachait des nuages, comme une éclaircie ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que le guide de Michael, lui,
n'y croyait vraiment pas et lui a dit « Eh ben écoute, ça sert à rien demain qu'on se réveille à 4h30, dans tous les cas il n'y aura pas de lever de soleil, donc autant dormir un peu plus. » Et il faut savoir que peu de temps après ça, on a vu peut-être pendant moins d'1 minute, à travers la pénombre des nuages, une tache blanche. Et on a compris que c'était de la neige. Du coup, nous, on lui a dit qu'on allait voir. À 4h30 du matin, on s'est réveillé le lendemain et on avait toujours pas de visibilité. Le guide s'est aussi levé, mais il suivait très loin derrière nous, en fait, il n'était pas forcément motivé. On a passé une quarantaine de minutes à aller le plus vite possible, à monter ces derniers 400 mètres de dénivelé qui nous séparaient du point de vue, et au fur et à mesure qu'on montait, le ciel se dégageait. Si bien que quand on est arrivé, même s'il y avait encore pas mal de nuages, on pouvait vraiment bien discerner les montagnes. Et en quelques dizaines de minutes peut-être, le ciel était dégagé et le soleil est arrivé. Je me souviens que la première chose que j'ai pensé et que j'ai dit à Chris, c'était jamais de ma vie j'arriverai à expliquer ce que je suis en train de regarder. Tout simplement parce que mon cerveau arrivait pas à appréhender en fait la distance et les tailles qui se jouaient devant moi. On avait Annapurna One qui était juste devant nous, 8091 mètres, la montagne la plus dangereuse au monde. On avait Dhaulagiri qui était à notre gauche, qui faisait 8167 mètres, et tout plein d'autres montagnes qui étaient dans les 6000, 7000 mètres. Donc c'est un des plus beaux spectacles que j'ai jamais vu de ma vie, et Michael aussi a pu le voir, et a pu donc cocher cette case dans sa bucket list. Après ça, on est redescendu à Gorepani, on a pris un petit déjeuner ensemble, on a dit au revoir à Michael, lui il continuait, il marchait encore 2 jours avant de rentrer chez lui, et nous on rentrait chez nous directement. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de faire une morale cliché du genre n'abandonnez jamais vos rêves, vous savez jamais ce qui peut vous attendre, ou quelque chose comme ça. C'est à vous d'en tirer le message que vous souhaitez, vous pouvez même ne pas en tirer de message en fait et juste la prendre comme elle est, comme une histoire tout simplement. Moi je trouve que c'est une histoire qui est quand même assez puissante, ça fait presque 6 ans que je l'ai vécue et je me rappelle encore toujours parce que c'est quelque chose qui m'a réellement marqué, que ce soit par l'endroit, que ce soit par le personnage, que ce soit juste par la démarche en fait de voir le monde avant de ne plus pouvoir le voir littéralement. Alors peut-être que maintenant la vue de Michael s'est dégradée, peut-être qu'il est non-voyant à présent, mais en tout cas il aura coché toutes les cases de sa bucket list, il aura vu tous les endroits qu'il aura voulu voir, il en a certainement vu bien plus que la plupart d'entre nous. Et en ce qui concerne Chris, on est encore en contact, il est venu une dizaine de jours en France, 2 ans après. Ça fait environ 2 ans maintenant qu'il voyage en Amérique latine, qu'il vit sa meilleure vie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première histoire, ce premier test dans ce format-là. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin bref, la triade vous connaissez. Et à bientôt pour une nouvelle histoire.